Les francs-maçons en Amérique. Les Rose-Croix fondèrent leur première colonie, qui est aujourd'hui la Pennsylvanie, en 1694. Les francs-maçons, quant à eux, ouvrirent leur première loge, avec la permission de la loge mère d'Angleterre, vers 1730. C'est le travail secret exercé pendant des siècles par les francs-maçons, qui a permis la création des États-Unis. C'étaient les francs-maçons qui avaient organisé et mené la guerre d'indépendance américaine. Ce sont eux aussi qui ont écrit et signé la Constitution des États-Unis. Un tiers environ des présidents américains furent des francs-maçons. Ils sont aussi largement représentés au Congrès et au Sénat. Le sceau américain, la pyramide à l'œil qui voit tout, les armoiries de l'État au verso du sceau, le phénix ainsi que la bannière d'origine, avec les 13 étoiles, et en 13 rayures sont d'anciens et importants symboles franc-maçonniques. Certes, ils ont été créés sur l'ordre des Rothschild et introduits par Adam Weishaupt, mais leur symbolisme remonte à l'époque de l'ancienne Égypte. C'est Philippe Rothschild qui a fait l'ébauche de la pyramide des Illuminés, représentée sur les billets d'$1, comme le révèle sa petite amie Ayn Rand dans son livre Atlas Shrugged. À la fin de la guerre d'indépendance, les loges des francs-maçons américains se détachèrent de la loge mère anglaise, elles fondèrent leur propre grande loge américaine. Cette dernière comportait le rite d'York, composé de 10 degrés, le 10e degré est celui des Templiers, et le rite écossais, lui-même divisé en 33 degrés. La plupart des francs-maçons s'imaginent qu'il n'y a pas de degré au-delà du 33e. De fait, les membres du 33e degré deviennent des initiés parmi les Illuminés qui ont leur propre degré, confère paragraphe 11 des protocoles. Les Illuminés de Bavière contrôlaient déjà parfaitement toutes les loges du Grand Orient d'Europe. Les francs-maçons d'Amérique, à cette époque-là, n'étaient, cependant, pas encore contaminés par l'illuminisme de Weishaupt. Cela eut lieu plus tard. Remarque sur la situation actuelle. Il nous faut savoir que probablement 90% des francs-maçons d'aujourd'hui n'ont pas la moindre idée de ce que leurs supérieurs, imbriqués dans le réseau des Illuminati, peuvent bien manigancer. Les francs-maçons, comme beaucoup d'autres organisations, ne sont qu'une couverture qui permet aux Illuminati d'accroître leur influence. L'un dans la rouge en donne la description suivante. L'image des loges locales de francs-maçons n'est donnée la plupart du temps que par les actions qu'elles mènent. Très souvent, ce sont des cercles d'hommes poursuivant certains buts d'utilité publique, qui se servent d'une secrète poignée de main ou d'autres tours de passe-passe propres aux sociétés secrètes. En se réunissant, ils croient pouvoir se faire passer pour les personnalités du lieu. C'est avantageux pour leurs affaires et leur carrière. Leurs femmes aussi trouvent ainsi de bonnes fréquentations dans les sociétés et apprennent les derniers raconteurs voisinage. Mais au sommet, il en va tout autrement. Le simple frère de loge ne sait vraiment pas du tout ce qui se passe tout en haut. Nœud Solidarito, du 10 mars 1993. Mentionnons, car c'est intéressant, que si des francs-maçons allemands prussiens se sont mis au service des Américains, d'autres francs-maçons allemands soutenaient l'Angleterre et se remplissaient les poches. Presque 30 000 soldats de 6 États allemands, dont la moitié étaient originaires de SNO, ont été loués au gouvernement anglais. Dans de nombreuses batailles contre les Américains, l'armée britannique comptait plus de soldats allemands que de soldats anglais. Citons la bataille de Trenton où ne combattaient que des Allemands. Pendant ce temps, qu'en était-il des finances aux États-Unis ? Les présidents américains Benjamin Franklin et Thomas Jefferson étaient farouchement opposés à l'idée d'une banque centrale privée qui contrôlerait la monnaie américaine. Après la mort de B. Franklin, en 1790, les agents de Rothschild promurent Alexander Hamilton au poste de ministre des Finances. Celui-ci créa la First National Bank of the United States, la première banque centrale américaine. Elle était structurée comme la Banque d'Angleterre et contrôlée par les Rothschild. En 1811 prit fin le contrat de la banque avec les États-Unis. L'économie américaine était déjà tellement déstabilisée que le contrat de 5 ans ne fut pas renouvelé. Par la suite, les Rothschild usèrent de leur influence auprès du Parlement britannique si bien que l'Angleterre exigea qu'on lui rende ses colonies en Amérique. Cela entraîna la guerre de 1812 à 1814.
Cette guerre endetta si fortement les États-Unis qu'il ne leur restait rien d'autre à faire que de quémander de nouveau des crédits auprès des banquiers, c'est-à-dire auprès de la Banque centrale. En 1836, sous le président Andrew Jackson, elle fut de nouveau remerciée mais reprit sa concession en 1863 et devint en 1913 la Federal Reserve Bank, aujourd'hui la Banque centrale américaine, si après de plus amples renseignements. À la mort de Mayer Amschel en L8L2, le droit de décider de la fortune familiale revint à Nathan Rothschild. Nanti de cette position, il créa la Nathan Mayer Rothschild et son banque à Londres, avec des succursales à Vienne, Paris et Berlin. Les opérations de cette banque portaient sur des marchés d'actions et des prêts, elle assurait des gouvernements, elle administrait et dirigeait d'autres banques, des compagnies de chemin de fer, des aciéries, des industries d'armes et d'autres. Aux États-Unis, M. Rothschild et Son était représenté par Caleb & Co., J.P. Morgan & Co. et Auguste Belmont & Co. Nathan conserva cette position dans le clan familial jusqu'en 1836, où il fut empoisonné lors d'une réunion de famille. Le motif de la rencontre était la célébration du mariage de son fils Lionel Rothschild. Certains prétendent que Nathan fut supprimé parce qu'il touchait à la fortune familiale. Son fils Lionel eut du succès en tant que nouveau chef de la N.M. Rothschild et Son, il fut finalement élu au Parlement britannique. Jacob James Rothschild de la succursale parisienne fut, en succédant à Nathan, le gérant de la fortune familiale de 1836 à 1868. Les Rothschild alliés aux Illuminés de Bavière représentent la force financière soutenant le sionisme et, plus tard, le communisme. Ils ont ourdi et financé beaucoup de révolutions et de guerres. Les Rothschild ont financé, par ex, les deux camps de la guerre civile américaine de 1861 à 1865. De décembre 1860 à mai 1861, 11 États dont le système économique reposait sur l'esclavage, les États du Sud, démissionnèrent de l'Union et constituèrent les États confédérés. Cela provoqua la guerre de sécession, en avril 1861, contre les autres États de l'Union situés au nord des États-Unis. Ce sont presque exclusivement des agents de Rothschild qui ont créé et fomenté la guerre civile. L'un de ces provocateurs fut George Bickley qui avait fondé les Chevaliers du Cercle d'Or. Par l'intermédiaire de Bickley et ses chevaliers, la maison Rothschild insista sur les inconvénients que représentait l'Union pour les États confédérés. Dans les autres États de l'Union, par contre, les Rothschild, en se servant de J.P. Morgan et d'Auguste Belmont, mirent l'accent sur les avantages de l'Union. La banque de Rothschild de Londres finança le Nord, celle de Paris le Sud. Quelle affaire colossale pour les Rothschild. On ne peut être que le vainqueur quand on finance les deux camps et qu'on leur fournit les armes. Quels étaient les vaincus? Les Américains, ceux des États du Nord et ceux des États du Sud, compliment à Machiavel. Cependant, le président Lincoln, qui avait percé le jeu des Rothschild, refusa, en 1862 et 1863, de leur payer les intérêts, qui s'élevaient à des sommes colossales. Il chargea, peu après, le Congrès de faire imprimer les dollars, greenback, pour payer les troupes de l'Union. Bien entendu, cela ne s'accordait pas au plan des Rothschild, la conséquence fut qu'un de leurs agents, John Wilkes Booth, tua sur leur ordre Lincoln le 14 avril 1865. Celui-là fut, plus tard, libéré de prison par les Chevaliers du Cercle d'Or, et passa le restant de sa vie très agréablement en Angleterre avec une somme rondelette offerte par les Rothschild. Après la mort de Lincoln, les dollars, greenback, furent à nouveau retirés de la circulation et rachetés à un prix ridiculeusement bas par les banquiers centraux Morgan, Belmont et Rothschild.